Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de rentrée du podcast d'Axe Open. Bon, ça fait plaisir de tous vous retrouver là autour de la table, hein, vous m'avez manqué. Lol. Fallait répondre, oui, nous aussi, Camille, Non, tu nous as manqué. je fais les questions-réponses. Ah oui, ok, d'accord, c'est rhétorique. C'est mon nouveau format de rentrée. D'ailleurs, j'ai une petite info flash. Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, je vous préviens dès le début, soyez pas surpris pour le prochain podcast. En fait, pendant l'été, on a un petit peu bossé quand même. Et en fait, on a préparé une nouvelle intro. Donc voilà, vous nous en direz des nouvelles, savoir si ça vous plaît, mais ne soyez pas surpris et ne switchez pas sur un autre podcast. C'est bien nous, c'est Axe Open, donc pas d'inquiétude. Pour démarrer la saison, on va attaquer sur le sujet de la maintenance des applis web. Alors c'est un sujet qui est souvent oublié en fait quand on lance un nouveau projet parce que finalement on a vite la tête dans le guidon, on veut la V1. Et pourtant l'essentiel de la vie de l'application, ça se joue sur le moyen long terme très souvent. Et donc dans tout ce qui est maintenance et évolution. Alors aujourd'hui, on va tenter un peu de vous éclairer sur tout ça avec la team du jour. Alors on a Philippe, Java Manegri. De très bonne humeur. Attends les coups de gueule. C'est ça. C'est clair. Arthur, JavaScript Lover. Bonjour. On a Jérémy, Apple Addict. Salut. Et Solveig, alias Soso. Salut. Simplement. Tout simplement. Pour poser les bases... Comme d'habitude, alors avant de rentrer dans le détail du détail de la maintenance, on va prendre juste un petit peu de recul pour expliquer un petit peu le cycle de vie de l'application. Philippe, je te laisse poser les bases pour la rentrée. Allez, c'est parti. Alors, on voulait effectivement parler de la maintenance, mais je voudrais juste mettre un petit dézoomage pour qu'on ait tous en tête les mêmes grandes phases de ce que c'est qu'une application. Une application, généralement, elle commence toujours par une phase de conception. D'accord, on peut appeler ça autrement, réflexion, tout ce que vous voulez. Mais on conçoit l'application, elle n'est pas encore développée. Après, il y a la phase de développement, donc on va vraiment la construire. Après, on a une phase de recette, généralement, dire « Ok, ça valide à peu près ce qu'on a envie ». Et après, on a la phase de mise en production. Ça, c'est le périmètre, j'ai envie de dire, le plus court qu'on a d'une application. Mais en fait, après, une fois que vous l'avez mis en production, il se passe la vie de l'application. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit dans toutes les applications qu'on a, c'est que la vie d'une application dure beaucoup plus longtemps que sa phase de construction. Donc l'objectif, c'est de se dire, quand on regarde le cycle de vie d'une application en entier, c'est de se dire 80% du temps de l'application, 80% du temps où elle va être exploitée, tous les coûts de l'application sont souvent beaucoup plus grands dans la maintenance que dans la phase de construction. Et la dernière phase qu'il faut préciser, c'est la phase de décommissionnement. Je sais que c'est pas une phase qu'on a l'habitude de parler, surtout quand on crée une application, mais il faut se dire que l'application, à un moment où on pourra plus la maintenir, elle va mourir, et il va bien falloir qu'on fasse quelque chose pour la détruire et potentiellement récupérer les données et les envoyer vers quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir toutes ces phases en tête quand on va parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que sinon, en fait, on oublie le plus important. Et petit focus là-dessus, c'est que généralement, quand on se focalise sur les coûts d'une application, on pense toujours qu'est-ce que ça va me coûter en développement. Il faut bien se dire que dans une application d'un cycle de vie classique 5-7 ans, ça va vous coûter 80% en maintenance et 20% seulement à la phase de construction. Donc anticiper la phase de maintenance, c'est primordial. En même temps, est-ce que c'est pas des fois un peu compliqué quand tu te dis que t'as même pas lancé le projet, de penser déjà à sa fin, quoi? Et est-ce que c'est pas un peu des fois triste, finalement? C'est à la fois, oui, je suis d'accord que c'est un peu triste, c'est pas très commercial de dire qu'à un moment l'application on va l'acheter, et pourtant en fait quand vous voyez les coûts faramineux qui sont dépensés pour aller récupérer les données d'une vieille application qu'on a en fin de vie, ou les coûts qui sont mis pour, en fait on va jeter l'application parce qu'elle a jamais été maintenue. Faut voir qu'en fait, faut en parler, quoi. Même si c'est pas très sexy au début, mais il faut penser déjà à la fin. Si on se concentre, du coup, on reviendra après sur tout le cycle de vie, mais si on se concentre principalement sur la maintenance, alors on entend plein de termes, hein, maintenance corrective, préventive, évolutive, TMA, MCO. Soso, tu peux nous faire un petit point def pour nous expliquer un peu tout ça? Je vais faire ça. De toute façon, tu as dit tous les termes. En gros, on va parler de MCO, de maintenance préventive et de maintenance évolutive, essentiellement dans la TMA. TMA, je crois que tu n'as pas dit ce que c'était l'acronyme, mais c'est tierce maintenance applicative. Et la MCO, ça va concerner tout ce qui est correction de petites anomalies sur des applications. Et là-dessus, on va en général être attendu sur des SLA, qui vont être en général comptés en termes d'heures ou de jours sur les tickets qui arrivent. Donc, on va être attendu sur le temps de prise en compte d'un ticket,
sur le temps qu'on met à mettre une solution de contournement en place et le temps qu'on met à mettre une solution définitive en place. Ensuite, on va avoir de la maintenance préventive où là, ça va être un petit peu plus tout ce qui va être mise à niveau de framework. Et tout ça, ça va viser à sécuriser la maintenabilité et la pérennité des applications. Ouais, c'est quand tu vas dire attention, je vous préviens, il va y avoir une nouvelle mise à jour et tout ça. C'est ça. Mais alors ça peut être les équipes qui préviennent le client. Ça peut être aussi alors à la suite d'audits ou alors le client aussi qui fait la demande spécifique là-dessus. Alors, différents trucs. Okay. Ouais. Et ça va donner lieu à des plans d'action qu'on mettra en place pour les suivre. Et ensuite, on a la maintenance évolutive. Et là, ça va concerner moi en tout cas, sur les thémas que j'ai eus, c'est toutes des petites évolutions de quelques jours. Et ça, en général, c'est plutôt des demandes de clients. Et là, on les formalise sous forme de lots pour ensuite les faire. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter d'autres. C'est sur la partie MCO, l'acronyme, donc maintenance en conditions opérationnelles. Donc, c'est vraiment le fait que l'application soit toujours disponible pour l'utilisateur. Ouais, du coup, quand on parle de maintenance, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais tout ce qui est TMA, c'est tierce maintenance, c'est parce que c'est géré par un prestat qu'on l'appelle tierce maintenance. Mais sinon, ce que ça peut être géré des fois en interne. Mais on utilise la TMA même en interne. En interne, vous le dites aussi, parce que c'est un terme générique. En gros, c'est tout ce qui va être dans la tête. Ils ont encore inventé, je ne sais pas combien de termes. Non, mais dans la tête des clients, la TMA, c'est tout ce qui va être. Alors, c'est pas la définition stricto sensu qu'on a pu avoir, mais c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on corrige les bugs, qu'il y ait une équipe qui soit formée, qui va être capable de réparer l'application. Ça, c'est vraiment la TMA. La MCO, ça diverge un petit peu effectivement de ça, c'est que ça englobe l'infra, c'est-à-dire qu'il faut que l'application fonctionne et on va tout faire en sorte pour que l'application fonctionne. Et ça peut aller de redémarrer le serveur, rajouter de la RAM, vider le disque dur et même aller corriger des petits bugs en prod, ce genre de choses. Peut être assez large. Et tiens Philippe, je vais te laisser le point historique, histoire de faire un petit retour en arrière. Là maintenant, aujourd'hui, est-ce que finalement on la voit de la même manière qu'il y a 10 ans ? Est-ce qu'on s'en préoccupe de la même manière ou est-ce que c'est plus un enjeu aujourd'hui ? Nous vivons tous un moment historique. Je vais te faire C'est dur de se positionner pour le coup parce que là maintenant c'est vraiment un sujet qui est vraiment dépendant des entreprises. Il y a toujours eu de la maintenance sur les projets informatiques. Enfin, je veux dire, on sait que du moment où il y a une ligne de code, il y a un bug potentiel, donc il faut faire quelque chose. Il y a 10 ou 15 ans en arrière, on était presque plus structuré que maintenant. Parce que les clients avaient ça en tête. Ils avaient des grosses équipes qui faisaient de la maintenance, de la TMA, qui étaient structurées pour faire ça. Ce qui a vraiment changé sur ces dernières années, c'est que la réactivité, la demande de réactivité est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que il y ait moins de bugs sur les applications, mais surtout qu'elles soient corrigées beaucoup plus vite. Tout ce qui tourne autour de l'agilité, ça a vraiment quand même été quelque chose qui est venu bouleverser le cycle de développement des maintenances. Historiquement, vous faisiez un patch tous les mois et c'était bien, quoi. Et l'utilisateur, il attendait un mois qu'il avait son patch et c'était très bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens s'attendent à ce que vous fassiez des mises en prod rapidement, des correctifs rapidement, ce qui peut poser plein de problèmes. Je ne sais pas si c'est un peu plus loin qu'on en parlera, mais voilà, qui va. Donc c'est vraiment le rythme et la vitesse avec laquelle on essaye de faire les choses qui changent, mais ce qui est vrai aujourd'hui dans n'importe quelle partie d'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'aller toujours de plus en plus vite pour livrer des fonctionnalités et de la même chose pour les correctifs. La maintenance, pourquoi aujourd'hui, c'est quoi les grands enjeux dans sa globalité ? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui aussi important ? Parce qu'effectivement, il y a la partie bug, c'est une partie, mais il y a aussi d'autres choses qui englobent la maintenance. Peut-être si on parle un peu de tout ce qui est perte de connaissances, etc. Enfin, il y a aussi d'autres enjeux derrière, de la dette technique, etc. Il y a d'autres choses à gérer que les bugs à proprement parler. Ouais, en fait, quand on parle d'accélération du cycle de vie, quand on parle d'accélération en méthode agile, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois, le client, il peut remonter des bugs beaucoup plus vite parce qu'il a des gestionnaires de tickets qui sont instantanés. Il peut chatter directement avec l'équipe de développement là-dessus. Donc, ça va à la fois beaucoup plus vite là-dessus. Mais l'effet aussi de l'accélération générale, c'est que les gens restent de moins en moins longtemps dans les sociétés. Ils documentent de moins en moins parce qu'on a de moins en moins d'argent pour le faire. Et comme il y a un turnover de plus en plus élevé, en fait, votre ticket, de plus en plus, il tombe sur des gens qui sont peu ou pas formés sur le logiciel. Donc ça, c'est un des enjeux très problématiques de la MCO. C'est qu'en fait, on a de la TMA au sens large et puis de la maintenance, c'est que on a mis en place des tonnes et des tonnes d'outils pour être hyper efficace. Et en même temps, on perd beaucoup le savoir dans les entreprises, de plus en plus. Je veux dire, aujourd'hui, même si on essaie de travailler à intégrer des cycles de documentation, de formation, de qualification, il y a peu d'applications qui sont correctement documentées, avec une documentation qui est à jour, qui est maintenue, qui est vivante aussi, c'est-à-dire que la connaissance est maintenue vivante dans les équipes, c'est assez rare, c'est compliqué.
Mais entre nous, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une documentation à jour tout le temps C'est compliqué. dans la réalité? C'est compliqué, mais c'est super important. Au moins d'avoir une doc de base sur juste l'installation, la compréhension du métier aussi, parce que mine de rien, quand on récupère une application qu'on n'a pas développée notamment, le premier bug qu'on a, on ne sait pas tous les effets de bord qu'il peut y avoir, donc c'est super important d'avoir une connaissance globale de toute l'infra et de tout ce que ça peut avoir derrière. Et ça, mine de rien, une documentation est toujours utile quand ça arrive. Je pense avec l'arrivée de beaucoup de tout ce qui est agilité, etc., on a perdu un peu tout ce qui était spécification au système avec tous les diagrammes qu'on a vus à l'école, tous de cas d'utilisation, de tout ce que tu veux. Et du coup, avec l'agilité, en fait, on veut tous vite faire des features tout de suite. Et du coup, on prend pas le temps de se poser, de se dire, OK, au niveau métier, c'est ça, il y a les cas d'utilisation, ça c'est le diagramme de classe, ça c'est le diagramme de base de données. Parce que ça prend du temps, parce que c'est pas forcément le plus kiffant à faire en tant que dev, ou en tant que métier ou quoi que ce soit. Et du coup, oui, c'est sûr que quand une application elle a 5 ans, qu'on veut toucher une feature, ça se trouve, en fait, elle en touche 5 autres, et si on avait eu un diagramme, on l'aurait vu. Mais, Et puis, les 10 développeurs qui ont bossé, ils sont plus là. Donc, ouais. généralement, c'est le problème, quoi. C'est un peu le problème. Pas de souci. Dans les enjeux de maintenance, il y a aussi les enjeux de dette technique, parce que les langages, frameworks, etc. évoluent. Et ça, c'est pareil. Hein. On va retourner sur le problème de fond de l'informatique, c'est que ça s'accélère. Et ça s'accélère de plus en plus vite. Et du coup, c'est très compliqué de maintenir une application à jour. Avant, quand vous aviez une version de COBOL tous les 3 ans, vous aviez le temps de la voir, le temps de l'anticiper, et puis vous avez qu'un langage à mettre à jour. Aujourd'hui, dans n'importe quelle application, vous avez facilement 4-5 langages de programmation qui s'empilent, qui sont des parties différentes, le front, le back, et tout ce qui est pipeline, CI/CD, vous avez des tonnes de programmes, et tout cela ont des cycles de vie différents et plutôt courts. On parle plutôt d'une mise à jour tous les 6 mois, globalement. Donc ça veut dire que très 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 rapidement, en fait, entre le moment où vous démarrez votre projet et le moment où vous allez le mettre en production, vous allez avoir une dette technique qui s'est déjà créée sur les technologies que vous utilisez. En plus de ça, vous rajoutez une dette technique qui est due au fait que les développeurs sont pas des génies et du premier coup ils font pas bien. Vous avez très très vite, si vous faites pas attention et si vous ne mettez pas une stratégie en place pour maintenir la dette à un niveau bas, vous avez très très vite un tas de boue en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'applications sont jetées au bout de 2-3 ans parce qu'en fait ça devient très rapidement un tas de boue. Parce que voilà, c'est... J'allais dire, des fois, vous vous confrontez à des applications que vous voyez qui sont impossibles à faire évoluer. On se dit que fonctionnellement, on peut rien rajouter ou c'est... De toute façon, ça va mourir, quoi. On essaie juste de la maintenir en condition opérationnelle, C'est ça. de relancer et de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que des fois, c'est très compliqué de faire évoluer une application, quoi. Donc là, c'est aussi un devoir de conseil à chaque fois de dire c'est super important d'éviter la dette, comme disait Philippe, et de faire évoluer tous les ans. On le fait sur certaines de nos applications. Ça, c'est assez intéressant quand même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les différents clients avec lesquels vous lancez des nouveaux projets, est-ce que si jamais nous, on vient pas les éclairer sur ce sujet-là, est-ce que les gens y pensent à la maintenance naturellement je vais être très honnête, ils s'en foutent. Ouais. Aujourd'hui, le chef de projet classique, il voit son projet, il voit quand il va le mettre en prod, mais la suite, ça l'intéresse assez peu. Nous, on fait beaucoup de pédagogie pour leur expliquer que, en fait, non, ce qui est important, c'est pas tellement le démarrage, c'est tout ce long-là. Mais c'est pas forcément évident, quoi. C'est pas forcément évident. Mais est-ce que c'est pas non plus forcément évident de se projeter? Parce que tu dis à un moment donné, tu parlais tout à l'heure des décommissionnements. Moi, j'imagine si tu as une application, un nouvel ERP que tu vas concevoir, tu vas te dire qu'il va durer théoriquement des années, t'espères 20 ans, etc. Et finalement, tes besoins métiers vont évoluer en même temps que la boîte. Et c'est un peu dur de... Tu vois, je pense, d'extrapoler. Ouais, c'est un peu dur. Et puis, c'est un exercice, j'imagine, qu'il faut faire et tu vas forcément pas avoir la vérité, mais... Non, mais tu vois, je pense qu'il y a 15-20 ans en arrière, on raisonnait plus en industriel, c'est-à-dire que c'était un investissement et on se disait qu'on allait rentabiliser sur X années. Du coup, on avait une vision pluriannuelle. Aujourd'hui, la majorité de nos clients ont une vision budgétaire qui est annualisée. Donc, en fait, ils n'ont pas cette notion de long terme. Ils l'ont plus. Et le chef de projet, il a un budget annuel, il n'a pas un budget sur 5 ou 10 ans. Il a ses objectifs et lui, il fait son objectif. S'il arrive à le faire, son chef est content, lui, il est content. Et puis, c'est le prochain qui prendra la... Ouais, c'est ça. Et puis, comme les gens ne restent pas dans les boîtes au plus de 24 mois, en fait, le vrai problème, il arrivera, le gars, il sera déjà parti, quoi. C'est triste. Tout late. On va pleurer, là. Ouais, c'est clair.
Et selon vous, toute application, on les a en premier, toute application doit être maintenue, enfin, doit avoir un dispositif en face de maintenance qui doit être mis, même les plus petites, même... Ben, tu sais, on a encore le cas en interne récemment, c'est souvent la plus petite application qui te pose le plus gros problème. Parce que c'est la petite application que... Alors on parle souvent aussi de Shadow IT, un terme assez intéressant, de petits trucs que les gens développent dans un endroit qui n'est pas sous la supervision de la DSI, qui n'est pas supervisé par personne en fait. Et en fait ce petit truc finit par mourir avec le gars qui l'a fait. Sauf qu'en fait, c'était Clé. ultra important. Ouais. Et du coup, bah... Non mais c'est tout bête, mais je veux dire, ne serait-ce qu'un truc qui va faire un transfert de fichiers ou un truc comme ça. Je prends l'exemple d'un client qu'on a aidé pas plus tard que le début de la semaine. Il utilisait une petite gateway, c'est-à-dire un petit proxy qui reroutait des requêtes. Le truc avait été fait, ça coûtait rien, ça avait dû durer quelques jours de dev il y a quelques années en arrière. Personne n'avait la connaissance de ce truc-là. On n'avait même pas les logins et les mots de passe pour accéder à la plateforme. Tu vois. Personne, tu vois, on était vraiment là-dessus. Et ça a bloqué la prod pendant 3 semaines. Quoi. Donc oui, il faut tout mettre sous contrôle. Tout mettre sous contrôle. Dans la pratique, c'est compliqué, non? Bah, c'est compliqué sur des gens qui sont pas acculturés à ça. Ouais. Ne serait-ce que la règle numéro 1, on le dit à nos clients, il faut que vous ayez la maîtrise des codes sources de vos applications, de tout ce que vous avez développé. Quand vous achetez une application, quand vous achetez une SS2I, une ESN, appelez-la comme vous voulez, qui vous livre une application, demandez à ce que vous soyez livré du code de tout ça et de tout ce qui a fait permis de faire l'application. Sinon, vous pouvez retrouver complètement bec dans l'eau quelques années après, quand l'entreprise a disparu, vous n'avez plus les codes sources. Et là, vous pouvez appeler n'importe quelle bonne société de service de la place, ils vous diront, faut redévelopper, madame. Et là, grimace. Mm. Une grosse grimace. si on rentre un peu dans le volet pratique, comment est-ce que ça se gère finalement une maintenance au day-to-day? Quelle équipe on met en place? Est-ce que théoriquement, je sais pas, on va avoir par exemple l'équipe de dev qui a fait la V1, est-ce que c'est cette équipe qu'on va mettre automatiquement sur la maintenance ou est-ce que justement ça peut bouger? Comment est-ce qu'on s'organise et quel type de profil on met pour gérer la maintenance? Faut différencier les tailles des applications, les types des applications, parce qu'on va pas traiter pareil une énorme application qui a été développée il y a quelques années en arrière d'une nouvelle application toute neuve, hyper sensible. Généralement, quand on met une application en prod, on la met un petit peu en hypercare après. Après, grosso modo, on va garder les équipes qui ont fait le développement. C'est quand même plus simple. Genre pendant la phase des 6 premiers mois au moins pour faire en sorte que ça se passe bien. Qu'à stabiliser. Pas stabiliser. Après, les développeurs, soit ils partent, soit ils ont envie de changer de projet. Du coup, il va falloir faire autre chose. Donc là, généralement, on met en place une équipe qui va être capable de régler les problèmes en espérant de faire le meilleur transfert de compétences, aussi bien métier que technique là-dessus. Et dernier point, c'est pas toujours les mêmes profils qui aiment faire de la maintenance que ceux qui aiment développer. On a quand même des développeurs des fois, qui aiment bien la maintenance parce que c'est sécurisant, il y a une applicative qui est déjà existant, je peux maîtriser mon périmètre, je peux être rigoureux sur la manière de faire. Ça, c'est des compétences très recherchées en TMA. Là où, quand vous faites du développement from scratch sur des nouveaux trucs, on a plutôt tendance à avoir des profils un peu plus, j'ai envie de dire, joueurs qui ont envie d'être un peu plus dans l'inconnu. Donc, c'est pas toujours les mêmes profils. C'est pour ça qu'il faut savoir jouer avec la temporalité et les tempos du projet pour construire la meilleure équipe. Puis après, on peut avoir des clients qui viennent avec un projet de TMA. Moi, j'ai un exemple cette année où là, vraiment, on a dû monter une équipe toute neuve sur des applications en fait qui ont été développées avant et on a eu un passage de code 1 mois avec avec les anciens prestats. Et là, pour le coup, il y avait tout à faire quoi. Mais c'est intéressant. Ouais. Et comment tu fais finalement pour gérer un petit peu du coup cette maintenance? À chaque fois, il y a des roadmaps qui sont définis quand on sait qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions, etc. sur les... C'est la maintenance évolutive, sur cette partie-là, ouais. Par contre, sur la maintenance vraiment bug... C'est juste du remonter de tickets. C'est le remonter de tickets, on essaye d'arbitrer de la priorité, si c'est majeur, critique, enfin voilà, et selon la criticité, du coup, on l'applique dans la journée ou alors dans les jours à venir. C'est vraiment... Ça se définit avec le client, ça, parce que c'est lui surtout qui est capable de nous dire si ça bloque la prod ou pas. Quoi. Et après, en termes de charge sur de la maintenance, ça va s'affiner au fil des mois et des comités qu'on a avec les clients. On peut la revoir à la hausse ou à la baisse suivant la charge qu'il y a sur les applications. Ah ouais. Vous utilisez quoi en gestion de tickets? C'est surtout GitLab? Ouais. Surtout GitLab. Après, ça dépend si le client a aussi son gestionnaire. J'ai Jira aussi pour des clients. Ouais. Ok. Et comment ça se passe côté monitoring? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place
Je sais pas, type Happy Site ou quoi. Ouais, alors là, tu changes un peu de thématique, c'est-à-dire tu te demandes quels sont les outils qui nous permettent de faire une bonne maintenance. Ouais. Effectivement, il y a toutes les solutions d'observabilité. Je crois qu'on aura été assez lourd à ce micro pour dire mettez les solutions d'observabilité, ça règle les problèmes. Enfin, ça règle pas les problèmes, mais ça permet de voir les problèmes. C'est une des premières choses à mettre en place. C'est sûr que si vous n'avez pas ça, il faut commencer par là. Voilà. Je pense qu'il y a deux choses qui sont des bons outils de démarrage d'une TMA. Il y a la mise en place d'outils d'observabilité et il y a aussi l'audit de code, l'audit d'architecture, l'audit d'infrastructure, c'est-à-dire de prendre un regard neuf sur l'application et de se dire globalement où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis sur un gros tas de boue et il va falloir que j'investisse, ou est-ce que voilà, c'est bien et j'ai juste 2-3 ajustements à faire, mais il ne faut pas se voiler la face. Quand on prend une TMA, nous on le fait toujours, hein, on commence par un audit en disant bon, on ouvre le capot et voilà, qu'est-ce qu'on va trouver. Et vous avez jamais, enfin j'imagine peut-être que si, de régression quand typiquement vous commencez à faire des corrections, etc. Jamais. Non, alors jamais. Nous, ça nous est jamais arrivé personnellement. Après, j'ai entendu dire. J'ai un ami. Non, oui, surtout au début. Ouais. Surtout au début, quand on reprend des grosses thémas et qu'on sait pas ce qu'on fait, il n'y a pas de doc et compagnie, il faut s'imaginer que des fois, c'est comme si vous étiez un garagiste et qu'on vous amenait un avion et vous avez jamais été formé sur l'avion et vous ouvrez le capot et vous essayez de réparer le tuyau, quoi. Des fois. Et après, vous faites un vol avec. Ouais, c'est ça. Bon, Non, c'est le client qui fait un vol avec. Pour finir là, un petit peu sur le sujet et comment vous éclaircir un petit peu plus, autour de la table, selon vous, c'est quoi les bonnes pratiques et les clés pour une bonne maintenance? Déjà, une bonne passation de connaissances, une bonne équipe derrière, du coup, avec une bonne relation avec le client où on est capable de comprendre, parce que des fois on a des retours de bugs, mais on n'a pas le détail du process. Donc on a beau essayer de le reproduire, on n'arrive pas à le reproduire. Donc pouvoir le joindre rapidement pour vite comprendre et vite analyser et corriger. Ça, je pense que c'est le plus important. Bonne com, bonne Ouais, réactivité. ça c'est en général, du coup, ça marche bien parce que du coup, on arrive vite à corriger le problème. Des points réguliers. Des points réguliers, ouais, ça marche bien. De se mettre d'accord sur les plannings et tout ça. C'est au niveau évolution, c'est toujours L'organisation intéressant. comme si tu gérais un projet. C'est ça, et c'est surtout mettre en face aussi la bonne recette qui va bien, parce que voilà, quand on reprend une application, on va faire une petite correction. C'est l'avion, toujours essayer qu'ils fassent une recette de leur côté avant de balancer en prod, ça c'est toujours intéressant. On va faire le fixe directement en prod, si on peut éviter, on évite. C'est ça, c'est le petit point, et sinon après... Ouais, moi je rajouterais, surtout sur les phases d'MCO, de TMA, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que des fois on veut aller vite à corriger un bug et on en crée un beaucoup plus gros. Il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Il faut faire attention dans les phases où on reprend la connaissance de ne pas se sentir les rois du pétrole. Ça, c'est un classique. Et après, je pense que il faut être très clair avec le client sur l'état de son parc applicatif. C'est-à-dire, est-ce que ton application, elle est pourrie? Et en gros, grosso modo, on fait du soin palliatif. Voilà. Ou est-ce que quand ton application, il y a du boulot à faire, il faut la maintenir, et auquel cas, être très transparent, se dire, si tu veux ramener ton application à l'état de l'art, voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà. Je pense que c'est important de vraiment que tout le monde soit bien au clair sur... Soit transparent sur le truc. Quoi. Parce que des fois, les TMA se passent mal avec d'autres clients ou d'autres prestataires ou tout ça, parce qu'en fait, ils partagent pas la même vision de la réalité de ce que c'est que l'application. Le client, il a l'impression qu'il a une Rolls-Royce, et en fait, tous les développeurs se disent... franchement, ils rêvent tous d'être plus sur le projet parce que l'application elle va crever, quoi. Donc ça, je pense que c'est hyper important que tout le monde soit raccord sur qu'est-ce qu'est la qualité, la vision du parc applicatif. Et des fois, l'évolution de l'utilisation de logiciels fait que, en fait, on met un patch, mais on sait très bien que ça va revenir. Donc, c'est aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce problème n'arrive plus, quoi. Donc, il faut que le client le comprenne, parce que ça fait des évolutions possiblement qui n'étaient pas prévues pour lui. Mais derrière, il faut qu'il accepte que le bug peut revenir s'il fait rien, quoi. Conclusion, il faut penser la maintenance dès le début des projets et la gérer comme un projet tout au long Oui, de il la faut vie, se dire quoi. que ça va être la vie entière de l'application est une fois que la construction est née, quoi. C'est pas juste une livraison qui Non. arrive et il y a du boulot encore derrière, quoi. Non, mais ça, je La VR, vais c'est faire que un le parallèle peut-être un peu osé, mais c'est comme un humain. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à lui que pendant ses 0 à 3 ans, c'est bien. Mais en fait, il va quand même vivre 98 ans après. Il faut qu'il aille voir le docteur quand même, quoi. Surtout qu'à 3 ans, je suis pas sûr qu'il fasse grand chose tout seul. Non. D'ailleurs, une application au démarrage, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Merci du coup pour vos éclairages sur le sujet. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Arthur,
T'as quelque chose à nous partager aujourd'hui? Oui. Bah, j'ai découvert, on a tous entendu parler de l'IA récemment, de partout, depuis quelques mois. Du coup, je me suis mis à utiliser GitHub Copilot, qui est un assistant d'IA pour le code, qui en gros est une autocomplétion plus sur vos IDE classiques, et qui qui a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que si on sait pas ce qu'on fait, il va vite faire comme ChatGPT et vous raconter n'importe quoi. Et ça peut marcher des fois, mais en fait, ça marche parce que ça marche, mais en fait, ça va pas marcher dans 99% des cas. Mais moi, je l'utilise surtout comme, on va dire je pourrais dire un esclave, mais quelqu'un qui est là pour faire mes tâches ingrates. Donc, par exemple, je veux générer, n'importe quoi, des données pour tester. En fait, il va me faire tout seul, en fonction de mon modèle, un set de 100 données tout de suite, où je suis en train de faire des tâches un peu répétitives, et en fait, lui, il va comprendre que j'ai essayé de faire ça, et il va m'enchaîner toutes les tâches d'après. Ou quand je vais créer une classe où j'en ai fait 50 autres comme ça, lui, il sait que j'en ai créé 49 autres comme ça, du coup, ma 50e, il va me la faire toute seule, etc. Et donc, je l'utilise plus pour faire mes tâches ingrates que pour lui demander des vraies choses intéressantes et intelligentes. Parce que souvent, même 99% du temps, il est complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas, pour faire les tâches, en fait, il est en tâche de fond et il me propose de l'autocomplétion de temps en temps. Et régulièrement, je prends ce qu'il me propose. Je peux le modifier, je le modifie souvent derrière, mais en tout cas, je prends ce qu'il me propose parce que ça m'évite de taper, 2 lignes de texte. Et c'est toujours ça de gagner. Sur une journée entière de code, ça peut faire gagner 5, 10, 15% d'efficacité. Et sur tout un projet, ça peut être intéressant. Mais après, c'est ce que je dis souvent, c'est que il faut faire très attention à ne pas lui faire confiance aveuglément, parce qu'il peut vite raconter n'importe quoi, et que ça marche quand même si on sait pas ce qu'on fait. Ça compile, tu veux dire. Voilà, c'est ça, ça compile, mais en fait, quand tu vas essayer dans ou même juste ça fait pas ce que tu veux, mais en fait, t'as l'impression que ça fait ce que tu veux, parce que lui, il t'a juste ajouté une donnée en brut. Enfin, voilà. Mais en vrai, moi, je trouve ça super intéressant, parce que ça t'aide en fait à faire des choses qui sont pas intéressantes pour le développeur, c'est-à-dire je sais pas, faire des logs. Et en fait, si par exemple tu commences dans JavaScript, tu veux te faire un log, tu commences à écrire ton console et il va te faire un vrai message de log en mode si tu veux log un utilisateur, il va mettre le nom de l'utilisateur est, au lieu que tu aies besoin de l'écrire toi-même. Ça te permet tout de suite d'avoir quelque chose d'un peu plus intelligible. Et donc c'est pratique pour ça par exemple, ou pour faire des commentaires, qu'il le fait en français, il va te mettre automatiquement tout ton commentaire sur ce que fait ta fonction d'après ce qu'il a deviné ce qu'elle fait. Donc c'est souvent juste à 50%, mais t'as au moins la moitié qui est faite, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant pour t'aider à aller un peu plus vite. Ça te fait pas coder 10 fois plus vite, mais ça fait gagner un peu d'efficacité. Et franchement, c'est cool. Et c'est pas ultra cher. Ça coûte, je crois, 9 € par mois. Comparé à un chat GPT qui coûte 20 €. Je veux pas réagir. Ouais, non, mais je savais que Philippe, t'étais un peu réticent, mais... Je sais pas si Philippe peut réagir, parce qu'il a déjà un triple coup de gueule. Ouais, il a pas le temps, là. Je crois que sinon on est parti jusqu'à 19h. C'est ça. Allez, le serial coup de gueule. Coup de gueule. C'est parti. J'attaque, mais c'est tous autour de la même thématique, tu vois. Je suis quand même quelqu'un d'organiser dans le coup de gueule. Ouais, tout à l'heure, j'évoquais l'idée d'API management qu'on a réparé chez un client, qui fonctionne sur les technologies Azure d'API management. Et Azure, quand même, franchement, moi, je comprends pas qu'en 2023, deux choses, c'est que pour écrire cette espèce de pseudo-langage de truc, ils aient utilisé le XML. Ils utilisent le XML, et comme en fait c'est très verbeux de faire du XML, au milieu ils se sont dit on va aller pouvoir rajouter du .NET. Donc en gros, on peut utiliser un espèce de C#, une vague truc de C# à l'intérieur de balises XML pour essayer de faire quelque chose, pour coder quelque chose. Il faudra inventer le HTML et le JS là. C'est ça, mais tu te dis mais pourquoi faire un truc aussi merdique? Et c'est tellement merdique que tu passes des heures sur cette interface un peu minable à le faire. Et alors le deuxième coup de gueule, c'est un truc, c'est l'interface. L'interface de chez Microsoft pour modifier ce fichier, mais c'est insane. Il y a une autocomplétion, mais je veux dire, ils n'ont pas mis de ChatGPT ou de Copilot, quoi. Le truc, il te propose des méthodes random, quoi. Mais vraiment random, quoi. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il te propose des balises HTML qui n'existent pas. Des balises XML qui n'existent pas. Il est branché à un dictionnaire. Et ouais, c'est ça. Juste finir je te dis, mais pourquoi, quoi? Pourquoi faire ça? Et mon troisième coup de gueule, toujours le même truc, c'est qu'une fois que tu veux tester, donc c'est une API, c'est une API REST que vous appelez là-dessus, quoi. Tout le monde utilise l'outil Postman. Je pense qu'autour de cette table, beaucoup, il y en a d'autres qui utilisent Insomnia, mais Postman, mais quelle daube! Non, mais quelle daube! On a passé des heures entières à essayer de faire marcher ce truc,
Parce que Postman, son principe, c'est déjà, il s'ouvre, ça met 10 minutes à se lancer, tellement c'est lent, il faut s'inscrire, enfin, c'est un truc, voilà. Et en plus, il vous dit pas tous les headers, il vous masque un certain nombre d'headers qu'il envoie à la gateway pour des simplicités pour les utilisateurs. Faut cocher, fichier l'header masqué. Et du coup, comme la gateway était pourrie, elle avait des problèmes, peu importe, je passe. Du coup, on a passé des heures à débugger. Jusqu'à ce qu'on utilise curl, qui je pense que pour cette table, en ligne de commande. Et tu te dis, en fait, des fois, tu te dis pourquoi on fait des trucs aussi compliqués pour des trucs aussi pourris, quoi. Et genre, Postman, si vous nous entendez, arrêtez de faire une interface aussi pourrie, quoi. C'est incroyable de faire un truc pour faire des appels qui mettent 10 secondes à se lancer et il faut s'inscrire. Non, mais t'es d'accord? Oui, en plus, faut s'inscrire. Faut s'inscrire. C'est hyper lent. C'est un truc de fou. Il te masse des headers, le truc, tu sais pas enfin, franchement, quoi. Après, toi, si on t'écoutait, tu ferais tout en terminal Linux. Je dis pas ça, mais je dis juste qu'il y a une limite à ce que l'interface t'améliore, tu vois. Je veux dire, quand tu la lances et qu'elle te, bon, parce qu'à mon avis, ça doit être un navigateur web derrière. Je pense que c'est une super idée d'avoir développé ça sur un atome. Mais alors bon, voilà. Ça, franchement, il faut arrêter d'utiliser ces outils, ça ne sert à rien. On sent que ça fait longtemps que t'as pas fait de coup de gueule, t'en avais gros là. Ah ouais, ça a fait du bien. Ça fait 2 mois, il est en train de bouillir là. Bon, bah, merci pour ces premiers coups de gueule de la saison. Comme quoi, il faut aller sur AWS. Bon, avant de se quitter, alors on n'a pas Théo aujourd'hui pour l'actu des Techos, mais c'était la keynote d'Apple. Ouais. Ils ont annoncé quoi de beau? Rien. Un nouveau téléphone comme d'habitude. Un iPhone 15 moins cher que celui d'avant, ce qui est une première pour un iPhone. Qui est assez étonnant. Si, ça y est, ils ont enfin mis l'USB-C. Oh, et ça, 2023, c'est pas mal. Mais non, à part nouvel Apple Watch, nouvel iPhone. Pas grand chose de nouveau. Est-ce que vous savez que c'est triste quand un mec qui est fan d'Apple, il est là en train d'essayer de ramer pour essayer de sortir quelque chose? Non, mais c'est vrai qu'au niveau de nouveauté, il n'y a pas énormément de choses. Si j'ai vu que tu pouvais contrôler ton Apple Watch avec ta main. Avec les 2 doigts, ouais. Avec les 2 doigts de ta main où t'as ton Apple Watch. Tu peux répondre juste en cliquant. C'est utile. Non, mais oui. Une plus grosse batterie? Ah, non. Non, plus petit par contre. C'est moins cher, c'est toujours plus puissant, toujours. Bon, là, après, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'autant de puissance. Sur cette table, je veux juste ils se vendent d'avoir gravé un processeur à 3 nanomètres pour aller plus vite. Mais je veux dire, sur son iPhone, je parle pas de téléphone, un iPhone d'il y a 5 ans en arrière, qui rame, ça n'existe pas. C'est vrai. Hein. Après, leur puce, elle est bien pour les Mac. Et du coup, après, ils te disent, on a amélioré la carte graphique du jeu vidéo, on peut faire du ray tracing. Tu dis, qui va jouer sur le téléphone? Qui va jouer avec une résolution de fou sur son téléphone? Enfin, il y a un moment où je pense qu'il devrait s'arrêter, tu vois, et dire, on améliore. On améliore la batterie, on fait moins cher, on fait moins plus écologique. Là, honnêtement, ça ne sert à rien quand même. Même des gens qui sont geeks comme nous. La puissance, ça fait 2-3 ans. Non, mais ça fait... Tu me le comptabilises pas dans les coups de gueule. Ça fait 2-3 ans que la puissance est largement suffisante, quoi. Enfin, c'est ça, mais ça fait déjà 6 ans que c'est suffisant en puissance. Tu veux faire quoi sur un téléphone à part déjà regarder des films, jouer à 2-3 jeux, ça va, c'est suffisant. Après, Si, je crois qu'ils ont amélioré l'appareil photo, mais ça à part si tu fais du Instagram. 48 mégapixels. 48 mégapixels. C'est le vraiment. Mec, il vante l'USB. Non, mais franchement. Il vante l'USB-C. Il vante l'USB pour transférer ses fichiers plus vite. Mais qui déjà transfère des fichiers sur USB-C à part 3 Instagrammeurs, 3 photographes? Mais là, je crois qu'il était visé pour ceux qui font de limite du cinéma. Tu peux brancher directement le disque dur. Mais enfin, je veux dire, ceux qui font des petits films, des trucs comme ça, je suis pas sûr qu'ils utilisent un iPhone, quoi. Non. Donc, bon. Ça marche bien, ça c'est sûr. Voilà, l'Instagrammeuse qui fait. J'ai vu qu'il fait 1 gramme de moins. C'est bien. Parce que c'est en titanium, je crois. C'est la batterie qu'ils ont. Ils ont moins de batterie. Il y a 200 mAh de moins et 1 gramme. Apparemment, il gagne par contre au niveau chaleur. L'Apple Watch, ça c'est une blague en termes de batterie, quoi. Un truc qui tient à peine une journée, quoi. Pour le coup, j'ai pas testé, j'ai pas de retour. Bon, bah écoutez, encore. Jordan, il l'a. C'est Jordan. Bon, on demandera à Jordan. Bertrand, il l'a aussi. Apple, quoi. Comme tous les autres, je crois. Non, mais c'est con parce que c'est des super terminaux. Enfin, je veux dire, faut être honnête. Ah oui, mais moi, j'ai Apple depuis des années, je trouve que ça fonctionne bien. Effectivement, tu gardes des années. Qui a 10 ans. C'est un iPhone 8, ouais, je sais pas. La durée de vie est incroyable. Enfin, ça rame pas, quoi. Mais ça rame pas. Ça rame pas. Par contre, effectivement, la batterie, c'est le gros point noir, mais je crois qu'ils veulent pas faire trop d'efforts dessus. Vous avez vu la faille de sécurité qui est sortie, là, il y a 2 semaines sur Apple? 0D? Ouais, où on pouvait t'envoyer un virus juste en t'envoyant un SMS. Et t'avais aucune chance de... Genre, juste si tu recevais le SMS, c'est trop tard, ton téléphone était mort. Était fini. Ouais. Okay. Et tu sortais les Pegasus, le truc de l'espionnage. Donc t'allais faire une mise à jour très vite. Bon, là-dessus, merci tout le monde. Et puis, on vous souhaite une bonne rentrée.
Et puis, on se dit à bientôt et vous écouterez notre nouveau jingle sur le prochain Même podcast. nous, on n'a pas entendu. Hein Même nous, même moi, Si, j'ai mais pas en fait, entendu. t'es arrivé en retard, Arthur, mais j'ai diffusé à tout le monde. Bon, on l'écoute juste après. Là. Allez, salut! Au revoir. Salut!